Salut à vous les amis, je suis contente de vous retrouver parce que je vais pouvoir échanger avec vous. Je pensais attendre et vraiment prendre le temps de faire une vidéo bien explicative, essayer de faire une synthèse des documents que j'ai pu consulter ces derniers temps. Mais à vrai dire, si je voulais faire les choses bien, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Je vais vous présenter simplement les documents que j'ai parcourus ces derniers temps et vous me direz dans les commentaires ce que ça vous inspire. Alors je vous avoue que je suis pas loin de la dépression, hein. C'est un peu triste, mais malheureusement vu les circonstances, c'est difficile en fait d'avoir la pêche, hein. Mais bon, là c'est le moment ou jamais de rester debout. C'est une guerre qui est en train de se produire, c'est pour ça que c'est si difficile à vivre. Mais comme dit Stanislas Berton, Berton, nous sommes dans une guerre cognitive. Il est donc important de faire circuler des informations et des documents. Parce que c'est ça qui peut nous sortir, je pense, de ce marasme, c'est tourner le projecteur vers les faits. Là, on a un article à propos de la médicalisation de l'hôpital de Michel Foucault. Alors pourquoi parle-t-il de médicalisation de l'hôpital? Parce que à l'origine, l'hôpital n'était pas une institution médicale. Alors à l'origine de l'hôpital, il s'agit de l'Hôtel-Dieu. J'ai vu ça sur Wikipédia. Donc un hôpital de fondation ancienne dans certaines villes qui recevait les orphelins, indigents et pèlerins et qui était administré par l'Église. Donc c'est à la fois l'ancêtre de l'hôpital et l'ancêtre de l'hôtel gratuit. Alors vous allez me dire, oui, alors tu parles de mettre la lumière sur les faits, mais là tu lis Wikipédia, je comprends pas, est-ce que tu as confiance dans ce média? Alors, je termine juste la parenthèse. Là, il y a un onglet discussion toujours dans Wikipédia, vous pouvez aller voir. Et en fait, là-dedans, on a tous les débats qui ont donné lieu à cet article. Donc là, il n'est pas tellement débattu cet article, mais il y a des articles qui sont très très débattus. Après, ça donne une indication sur les polémiques aussi autour de cette question quand on va dans l'onglet discussion. Et puis, mais surtout, il faut prendre Wikipédia comme une ressource possible de faits. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans Wikipédia, c'est les choses factuelles. Alors, quand on a des articles comme ici qui sont historiques, c'est pas forcément factuel, mais on va savoir, on va connaître les sources, les auteurs dans l'histoire humaine qui ont porté à notre connaissance certains événements. Et on peut se renseigner aussi sur ces auteurs, sur leur... Bon, c'est un point de départ, Wikipédia. Je reprends ma lecture, pardon. Donc l'histoire de l'Hôtel-Dieu. En Europe occidentale, après la désagrégation au 5e siècle de l'Empire romain d'Occident, seule l'Église catholique et ses évêques peuvent constituer une administration stable des populations déplacées par de grandes invasions successives, d'où l'apparition de structures de secours et d'accueil, protection, hébergement, soins, c'est un genre de camp de migrants alors. Dans les villes auprès de l'évêque et dans les campagnes auprès des monastères. Ces structures ont pu être un moyen d'évangélisation, évidemment, et un moyen de démonstration de piété charitable. C'est peut-être plus que de la démonstration, c'est simplement vivre la piété charitable. Non, c'est bon, ça m'énerve déjà Wikipédia en fait. Ah mais voilà, au siècle des Lumières, l'Hôtel-Dieu tente à s'ouvrir et se médicalise, affaiblissant la présence religieuse.
Eh oui, j'ai fait un sacré détour, mais je reviens à mon article sur la pensée de Michel Foucault, dont on pense ce qu'on veut d'ailleurs, on pense ce qu'on veut de l'homme, mais il me semble qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. En tout cas, il m'apprend des choses. L'hôpital, la médecine, la discipline. Le lent processus de civilisation par lequel individus et sociétés interagissent pour organiser et réguler la vie collective passe par une mise en place de techniques relevant de ce que Foucault englobe sous le terme de discipline. Tous les secteurs de la vie sociale usent de dispositifs disciplinaires qui ont évolué selon les époques. Michel Foucault les a étudiés dans différents domaines, éducation, droit, politique, armée, etc. Et dans les extraits proposés ci-dessous, il analyse leur mise en place et leur évolution dans le domaine médical. Avant le XVIIIe siècle, l'hôpital était essentiellement une institution d'assistance aux pauvres. Il était en même temps une institution de séparation et d'exclusion. Le pauvre en tant que tel avait besoin d'assistance. Comme malade, il était porteur d'une maladie qu'il risquait de propager. En résumé, il était dangereux. Oui, c'est ça, en fait, c'est l'idée que c'est ce qu'il appellera, je crois, la médecine sociale. C'est l'idée que le pauvre est intrinsèquement porteur de maladies. En résumé, il était dangereux. De là l'existence nécessaire de l'hôpital, tant pour les accueillir que pour protéger les autres du danger qu'il représentait. Jusqu'au XVIIIe siècle, le personnage idéal de l'hôpital n'était donc pas le malade, celui qu'il fallait soigner, mais le pauvre qui était déjà moribond. Il s'agit d'une personne qui nécessite une assistance matérielle et spirituelle, qui a besoin de recevoir les ultimes secours et les derniers sacrements. C'était là la fonction essentielle de l'hôpital. L'intervention du médecin dans la maladie tournait autour du concept de crise. Le médecin devait observer le malade et la maladie dès l'apparition des premiers symptômes pour déterminer le moment auquel devait se produire la crise. La crise représentait l'instant pendant lequel s'affrontait dans le malade sa nature saine et le mal qui le frappait. Dans cette lutte entre la nature et la maladie, le médecin devait observer les signes, prévoir l'évolution et favoriser dans la mesure du possible le triomphe de la santé et de la nature sur la maladie. Dans la cure, la nature, la maladie et le médecin entraient en jeu. Dans cette lutte, le médecin remplissait une fonction de prédiction, d'arbitre et d'allié de la nature contre la maladie. Cette espèce de bataille dont la cure prenait la forme ne pouvait que se dérouler à travers une relation individuelle entre le médecin et le malade. L'idée d'une vaste série d'observations recueillies au sein d'un hôpital qui aurait permis de relever les caractéristiques générales d'une maladie et ses éléments particuliers, etc., ne faisait pas partie de la pratique médicale. En fait, on cherchait pas les caractéristiques de la maladie, mais on observait l'évolution de la maladie sur le malade individuellement. Chaque malade a sa propre maladie dans cette vision des choses. Chaque maladie est originale et spécifique à la personne. En conséquence, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'hôpital et la médecine resteront deux domaines séparés. Mais comment s'est produite cette transformation, c'est-à-dire comment l'hôpital s'est-il médicalisé
et comment on est parvenu à la médecine hospitalière qu'on connaît aujourd'hui. Le facteur principal de la transformation n'a pas été la recherche d'une action positive de l'hôpital sur le malade ou la maladie, mais simplement l'annulation des effets négatifs de l'hôpital. Alors je relis. Le facteur principal de la transformation n'a pas été la recherche d'une action positive de l'hôpital sur le malade ou sur la maladie, pourtant ça aurait été une bonne idée, mais simplement l'annulation des effets négatifs de l'hôpital. Il ne s'agissait pas en premier lieu de médicaliser l'hôpital, mais de le purifier de ses effets nocifs, du désordre qu'il occasionnait. Dans ce cas, on entend par désordre les maladies que cette institution pouvait engendrer chez les personnes internées, les maladies nosocomiales en fait, et se propager dans la ville où elles se trouvaient. C'est ainsi que l'hôpital était un foyer perpétuel de désordre économique et social. Ah tiens, c'est donc très très vieux, cette histoire. La discipline est l'ensemble des techniques en vertu desquelles ces systèmes de pouvoir ont pour objectif et résultat la singularisation des individus. La discipline est l'ensemble des techniques en vertu desquelles les systèmes de pouvoir ont pour objectif et résultat la singularisation des individus. Ah bon ? C'est le pouvoir de l'individualisation dont l'instrument fondamental réside dans l'examen. C'est le pouvoir de l'individualisation dont l'instrument fondamental réside dans l'examen. L'examen, c'est la surveillance permanente, classificatrice, qui permet de répartir les individus, de les juger, de les évaluer, de les localiser, et ainsi de les utiliser au maximum pour être performant au maximum. À travers l'examen, l'individualité devient un élément pour l'exercice du pouvoir. Oui, alors ce qu'il appelle l'examen, c'est la surveillance généralisée. Voilà, sachez que si vous voulez parler de surveillance généralisée avec le jargon de Michel Foucault, ce sera le terme examen. Alors, l'institution disciplinaire est un concept proposé donc par Michel Foucault dans Surveiller et punir 1975 pour penser un ensemble de lieux, prison, asile, caserne, hôpital, usine, école, analogues dans leurs fonctions, faire de l'homme un animal prévisible et adapter son comportement pour le rendre conforme aux attentes sociétales. Et qui reste calme, j'ajouterais. Si ça peut se passer calme, c'est encore mieux. Le modèle canonique est le panoptique de Jérémy Bentham. Ah oui, alors là, c'est une structure architecturale, je pense. Bon, bref. Ça, vous pourrez lire cet article, l'article Institution disciplinaire. Alors après, rien à voir, enfin en tout cas pas directement, je suis tombée sur ce titre et puis j'ai eu envie de le lire, mais en PDF, mais il est sur le côté, il faudrait que je trouve un moyen de le retourner pour pouvoir le lire. Et puis je me suis tapé tout un tas d'articles avec des titres comme ça que je vais pas lire.
Ouais, vous pouvez lire aussi ou écouter Ariane Biléran sur l'imposture des droits sexuels par exemple, mais aussi pour sa pensée du totalitarisme. La philosophe et politologue Hannah Arendt a apporté une définition du concept de totalitarisme dans son livre Les origines du totalitarisme, 1951. Donc c'est un État contrôlé par un parti unique qui lui-même s'efforce de contrôler la société, plus généralement tous les individus dans tous les aspects de leur vie. Domination totale. Je saute quelques lignes. Le totalitarisme tel qu'il est ainsi décrit par Hannah Arendt n'est pas tant un régime politique qu'une dynamique autodestructrice reposant sur une dissolution des structures sociales. Dans cette optique, les fondements des structures sociales ont été volontairement sabotés ou détruits. Les camps pour la jeunesse ont par exemple contribué à saboter l'institution familiale en instillant la peur de la délation à l'intérieur même des foyers. La religion est interdite et remplacée par de nouveaux mythes inventés de toutes pièces ou recomposés à partir de mythes plus anciens. La culture est également une cible privilégiée. L'identité sociale des individus laisse place au sentiment d'appartenance à une masse informe et est sans valeur aux yeux du pouvoir ou même à ses propres yeux. La dévotion au chef et à la nation devient la seule raison d'être d'une existence qui déborde au-delà de la forme individuelle, pour un résultat allant du fanatisme psychotique à la neurasthénie. Oui, on voit ça en ce moment. Les sociétés totalitaires se distinguent par la promesse d'un paradis, la fin de l'histoire, ou la pureté de la race par exemple, ou un grand reset, je ne sais pas, et fédèrent la masse contre un ennemi objectif. Oui, ça aussi. Les sociétés totalitaires créent un mouvement perpétuel et paranoïaque de surveillance, de délation et de retournement. Les polices et les unités spéciales se multiplient et se concurrencent dans la plus grande confusion. Les unités spéciales de contrôle de passe, par exemple. Contrairement aux dictatures traditionnelles, militaires ou autres, le totalitarisme n'utilise pas seulement la terreur dans le but d'écraser l'opposition. Mais la terreur totalitaire continue même lorsque toute opposition est écrasée. Même si le groupe considéré comme un ennemi a été anéanti, par exemple les trotskistes en URSS, le pouvoir en désignera continuellement un autre. Hitler et les nazis avaient ainsi prévu l'extermination des peuples ukrainiens, polonais et russes, une fois les juifs éliminés. Bon, il y aurait énormément à dire, en fait je vais m'arrêter là. Vous retrouverez facilement les documents qui vous appellent. Je suis désolée de ne pas avoir mieux travaillé la forme et d'avoir livré tout en vrac comme ça, mais je me suis dit c'est ça, ou alors j'attends encore un petit moment avant de refaire une vidéo et puis je voulais prendre de vos nouvelles, alors voilà. Je termine sur mon passage préféré des évangiles.